Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de ce tout nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept, une émission qui nous permet de réfléchir pas seulement sur l'actualité, mais sur des questions susceptibles de booster le développement de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on va parler de l'éducation. Vous le savez, le 30 avril prochain, la RDC va célébrer la journée de l'enseignement. Thème choisi pour cette année, accroître nos efforts pour la qualité de l'enseignement. Nous parlerons de l'éducation comme socle de développement des pays, des nations, en tout cas les pays qui sont arrivés à émerger, des pays qui sont arrivés à se développer, l'ont été grâce à l'éducation. Et peut-être que parce que si la RDC a du mal à démarrer son développement, peut-être, pas peut-être, mais c'est parce qu'il y a problème au niveau de l'éducation. On parle du système éducatif et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Baléo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Chercheur dans le domaine des sciences de l'éducation. Absolument. D'où vous est venu? Pourquoi d'abord faire des recherches autour de l'éducation, autour des sciences de l'éducation? Au fait, ça commence par rapport à un souci que j'avais par rapport à nos réalités en tant qu'Africains, de manière globale. Parce que j'avais constaté qu'il semblait être un fait observable par tous que les communautés africaines semblent être les dernières en matière de développement comparé aux autres communautés. Et ça m'était venu d'une démarche artistique parce que je suis un plasticien de formation aussi. Et par rapport à ça, j'avais voulu comprendre un peu le mécanisme qui était à la base de cette inertie au fait par rapport à notre développement. Et à travers mes recherches, j'avais eu à comprendre que ce n'était pas des faits du hasard, ni de faits liés à notre inné, comme certains l'imaginaient, parce que dans l'imaginaire collectif ici, les gens s'imaginent que notre cas est une forme de malédiction divine, et d'autres disent que nous avons de prédispositions apparemment qui ne nous permettront pas de pouvoir être en phase avec l'évolution du monde. Or, d'après mes recherches, j'avais constaté que le problème ne se situait pas à ces niveaux-là, mais c'était plutôt plus au niveau de l'acquis qu'on donne à nos enfants. Parce que du point de vue des l'inné, l'enfant africain n'est pas si différent des autres enfants du monde, parce que nous possédons quasiment la même potentialité, mais sauf que l'éducation qu'on donne à nos enfants semble ne pas être la bonne qu'il faut pour permettre ce développement. Et c'est par rapport à ça que mon entreprise a eu à démarrer, jusqu'à ce que j'ai eu à comprendre le problème dans son essence, au fait. Il y a un mot qui m'a interpellé lorsque vous parliez, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants n'est pas la bonne. Oui. Comment ça? De manière pratique, qu'est-ce que nous, de nos jours, nous comprenons par le terme éducation? Ça a tendance à nous projeter dans un concept réducteur de l'enseignement. On imagine que la simple insertion ou une certaine forme de formation pratique, c'est-à-dire une formation professionnelle, aboutit nécessairement à la conclusion d'une éducation en fait, auprès d'un individu. Tandis qu'en réalité, le concept d'éduquer signifie former l'individu dans toute sa globalité, dans sa dimension spirituelle, intellectuelle, morale, physique et consorts. Et de manière pratique, l'éducation en soi est censée remplir 4 champs d'action clés. C'est-à-dire le savoir-être nécessaire, c'est-à-dire vivre ensemble, la connaissance de l'être nécessaire, mais aussi le savoir-faire qu'il faut, d'où l'idée de l'enseignement qui est dans ce secteur-là, mais aussi le savoir qui est la culture générale nécessaire. Or, lorsque on se rend compte qu'on ne donne pas aux individus le savoir-être qu'il faut, sur base d'une connaissance de soi totalement erronée, telle que nous le constatons chez nous ici, et un savoir-faire approximativement relatif, et un savoir global qui est la culture générale totalement ailleurs, qui n'est pas assis sur nos réalités, on se rend compte que de manière pratique, on échoue sur l'image de l'humain qu'on souhaite créer. Et par conséquent, ne soyons pas étonnés lorsque nous constatons que moralement, les Congolais semblent être trop, comment je vais dire, en phase avec la médiocrité, en phase avec tout ce qui est anti-valeur, en phase avec tout ce qui ne peut pas nous permettre. De manière pratique, sur le point de vue du savoir-faire, on constate aussi que on a plus d'incompétences qu'on constate ici de manière patente,
Et ce n'est pas de fait du hasard. C'est par rapport à ces corpus de connaissances que l'éducation est censée donner qui sont totalement erronés. Au fait. La faute au système éducatif congolais qui réduit l'éducation au concept d'enseignement. Enseignement. Oui. Donc, c'est que l'enseignement que vous liez au savoir-faire. Oui. Juste une petite partie qui est aussi approximatif. Ouais. D'où il faut réformer ce système éducatif. Absolument. Absolument. Donc la réforme, je ne parlerai pas d'une réforme parce que pour moi la réforme c'est un changement qui n'entre vraiment pas dans la profondeur totale. Moi je parle plutôt d'une révolution parce que déjà remettre en cause les concepts en soi de l'éducation telle que conçue maintenant, donc c'est déjà attaquer le fondamentaux de la manière dont nous pensons l'éducation. Donc moi je parlerai plutôt d'une révolution. Parce qu'il nous faut une révolution de vivre ensemble. Bousculer les habitudes, bousculer les quotidiens. Ouais. Est-ce que vous pensez que le Congolais est prêt pour ça? Le Congolais ne peut ne pas être prêt, mais ce qu'on appelle leader, en français leader, ce sont des gens qui sont censés donner une certaine direction à la population. Et les politiques, qui sont en quelque sorte des leaders de la population, sont en mesure de montrer le chemin pour la population. Je pense que la population peut être prête, mais à condition qu'on leur montre le bon chemin. Parce que tous, nous avons besoin de changement, tous nous avons besoin du bien-être, mais on ne peut pas l'acquérir avec les manières dont nous faisons actuellement. Pour quelqu'un qui fait des recherches sur ce domaine-là, donc vous aviez quand même des pistes de solutions. C'est quoi ce bon chemin? Justement, on ne veut pas vous piquer vos idées, mais expliquez quand même à ces leaders, c'est quoi le meilleur chemin de manière globale, pour atteindre cette révolution? De manière globale, je vous ai parlé que l'éducation en soi cadre 4 champs d'action nécessaires. C'est-à-dire le savoir-être nécessaire, le savoir-faire nécessaire. Et ces savoir-faire, nous devions comprendre que pour qu'un État sérieux puisse évoluer dans son savoir-faire, il faut qu'ils soient en mesure de créer des richesses, c'est-à-dire des idées de valeur. Il faut qu'ils soient en mesure de transformer ces richesses en quelque chose lucratif, par exemple. Mais aussi, finalement, il faut qu'ils soient en mesure de gérer pour que l'ensemble du système puisse bien évoluer. Là, c'est dans le savoir-faire. Or, ici, on ne forme pas dans le premier groupe, que j'appellerais, je qualifierais du secteur primaire, ceux qui créent les idées. Vous n'avez qu'à observer la manière dont on forme nos enfants. On les forme plus à la rétention de matière plutôt qu'à leur capacité de produire quelque chose d'intéressant. C'est culturel quand même aussi. Ce sont des cultures qu'il faut révolutionner parce que lorsqu'on parle d'Albert Einstein, ce n'est pas parce qu'il avait une connaissance ultra large, mais c'est parce que, par exemple, il a mis en place une innovation qu'on appelle la relativité. Quand on parle de Stephen Hawking, c'est parce qu'il a eu à mettre en place des théories qui n'existaient pas avant et qui se trouvent être vraies. Quand on parle de Louis Pasteur, quand on parle de Cheikh Anta Diop, quand on parle de tous ces autres grands noms, c'est parce qu'ils ont eu à créer, à innover quelque chose qui a permis à ce que leur société puisse avancer. Donc, le vrai signe de l'intelligence, d'après la conception psychologique de la chose, c'est la créativité, l'innovation, et non la largeur simplement de la connaissance. Parce que la connaissance vous permet d'avoir les outils pour mener à bon terme de réflexion. Mais lorsque vous avez des connaissances assez larges, qui ne vous permettent pas de pouvoir innover, solutionner le problème en face de vous, c'est que vous n'avez pas les bonnes connaissances ou vous ne savez pas faire usage de votre intellect pour solutionner le problème. Donc là, il y a un problème. Donc si je dois, de manière un peu synthétique, il nous faut un savoir-faire ad hoc, je dis bien ad hoc, donc qu'il faut qu'à la place qu'il faut, il nous faut un savoir-vivre qu'il nous faut, qui devrait être basé sur l'idée de la collectivité, comme le faisaient nos aïeux avant, parce que de nos jours, c'est l'individualisme. Quand on parle aujourd'hui de Congolais ou d'Africains, on a tendance à mettre en avant l'idée de l'égoïsme. Or, c'est un signe d'un manque de savoir-vivre. Mais c'est les effets aussi de cette acculturation. C'est l'effet de l'acculturation parce que ce sont deux philosophies venues avec le schéma éducatif imposé par les colons dont nous avons hérité de nos jours, qui a eu à réduire ce concept simplement l'insertion sociale ou l'enseignement, dans une certaine manière, mais aussi qui a eu à mettre en place leur mode de vie, parce que le mode de vie occidental différait énormément de mode de vie, par exemple, de nos aïeux, qui mettaient en avant plus les collectivismes, qui mettaient en avant le respect de l'autre, différemment du mode de vie occidental, qui mettait en avant l'individualisme et une certaine hiérarchisation dans la société, qui est à la base de beaucoup des bavures que nous constatons en fait.
On va parler, je disais tout au début de cette émission que le 30 avril prochain, la RDC va célébrer la journée nationale de l'enseignement. Le thème, c'est accroître nos efforts pour la qualité de l'enseignement. Et ça, c'est un véritable fléau. Tout le monde en parle. La qualité de l'enseignement, déjà le savoir-faire, pour ne parler que de cela, parce qu'il y a 4 champs d'action, vous avez dit. 3 champs. 3 champs principaux. Donc, vous avez dit... Principaux plutôt, principaux, d'accord. Mais il y a la problématique de la qualité de l'enseignement, ça pose problème. Que faire? Juste par rapport à ça. Déjà, avant le savoir-être, on sait que dans le savoir-être, il y a l'implication de la famille, l'implication de la société, le savoir-faire dans nos écoles, dans nos établissements. Excusez, moi, je parle d'une révolution parce que j'ai remis en cause beaucoup de postulats qu'on a placés. Parce que moi, je ne suis plus d'avis qu'on place l'idée de l'éducation au niveau de la famille, au niveau des églises, parce que dans le concept de la société actuelle dont nous vivons, il est patent que les parents n'ont pas assez de temps de donner... On ne peut pas les exclure non plus. On ne peut pas les exclure, mais puisque l'État a eu à prendre ses fonctions, parce que c'est son rôle à lui, de créer les types d'individus qu'il faut pour la société, c'est à lui de répondre cela, mais tout en travaillant en connivence avec le parent. Mais voilà, créer une synergie, ça commence d'abord à la maison. Sauf que dans le concept actuel, on a eu à donner cette responsabilité entièrement aux parents. Parce qu'il y a des adages qui disent clairement que c'est à l'école qu'on apprend, c'est à la maison qu'on est éduqué. Or, je pense que ce type de concept doit être révolutionné parce que je pense que dans notre contexte actuel où les parents n'ont pas assez de temps à être avec les enfants, par exemple, vous êtes ici, vous avez laissé les enfants à la maison et je suis sûr que le papa n'est pas là aussi. Je suis sûr que les enfants s'éduquent comment en regardant le film que nous voyons à longueur de journée. Or, nous savons ce que ce film véhicule. Mais il y a cette complémentarité, on ne peut pas exclure les uns les autres. Il y a les parents qui commencent, l'école qui continue, et puis en plus, c'est la société. Mais lorsque vous avez en face de vous les parents qui n'arrivent pas à être responsables, devriez-vous continuer à responsabiliser des gens qui ne sont pas en mesure du moment en réalité? Mais que faire pour rendre ces parents responsables? Il faudrait bien le rendre responsable parce que c'est eux qui font ces enfants-là. Il faudrait le rendre responsable, mais la meilleure manière de le rendre responsable serait à ce que l'État reprenne ce rôle, mais que de l'autre côté, que l'État leur donne les moyens qu'il faut. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans une société où, lorsque vous ne travaillez pas, c'est-à-dire vous ne cherchez pas d'argent, vous aurez du mal à accomplir vos tâches au niveau de la maison. Tandis que dans notre contexte actuel, on constate clairement que l'État a plein de défaillances dans tous ces secteurs-là. Donc, responsabiliser les parents, pour moi, c'est déresponsabiliser de l'éducation parce que les parents, dans le contexte actuel, n'ont pas ce temps. Mais il faut travailler en connivence avec eux, mais que l'État reprenne ce rôle-là d'éducation entièrement parce que c'est possible. Est-ce que ce n'est pas l'échec de tout le monde, et des parents, et de l'État? Parce qu'au fait, l'État, c'est qui? Ce sont ces parents-là également qui occupent des postes de responsabilité. Pas tous. C'est souvent ça, c'est un peu comme quand on dit l'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Et vous et moi sommes qui? Sommes des parents, justement. Donc il y a cette responsabilisation, cette responsabilité assez partagée de toute la société. Absolument. La responsabilité de toute la société parce que on regarde sans agir. Mais aussi, moi je souhaiterais bien responsabiliser plus ceux qui sont dans l'appareil de l'État. Parce que ces gens sont censés avoir une certaine vision du monde qu'ils doivent essayer de montrer à la population. Or, lorsque ces gens n'arrivent pas à comprendre le problème dans leur profondeur, on ne peut pas espérer à des solutions extraordinaires. Le peuple ne fait que subir parce que les parents, ils doivent chercher de l'argent. C'est aux autres qui sont censés penser sur l'avenir du pays. C'est à eux de bien penser. Donc, je responsabilise tout le monde au même instant, mais je responsabilise surtout plus ceux qui sont censés faire le boulot qu'il faut. Raison pour laquelle je parlais quelque part des incompétences, parce qu'il est patent que ceux qui sont censés faire le boulot ne le font pas comme il se le doit. D'accord, mais comment arriverons-nous à former ces personnes compétentes, comme on peut le voir, le savoir-être, le savoir-faire est quasiment défaillant ici en République démocratique du Congo, tout est au rabais. Comment faire pour arriver, réussir à créer des personnes compétentes au lieu qu'on se rejette la faute? Je parle d'une révolution d'un système qui est naturellement défectueux. Parce que nous avons hérité d'un système qui était déjà défectueux. C'est comme si vous voulez créer un équilibre avec un sphère. Vous l'avez placé sur une surface. Mais naturellement, de l'autre côté, vous mettez une forme de pente. Vous comprenez? Donc vous faites quelque chose à l'idée de garder l'équilibre, mais la surface sur laquelle la chose est censée se reposer est déjà une forme de pente. Donc ne soyez pas étonnés si le sphère tombe.
Vous comprenez? C'est Mais quasiment... qu'allons-nous faire, que pouvons-nous faire? Parce que là, on se rend compte que tout est mauvais, tout est biaisé, mais on veut bien s'en sortir. De l'éducation. Mais oui, la révolution, elle va être comme ça, au-delà des mots. Je vous ai donné de pistes théoriques, parce que d'un point de vue pratique, ce sera un sujet qui va nous prendre des heures. Mais de manière globale, parce que je ne suis pas dans le détail, de manière globale, je vous ai dit qu'il nous faut donner le savoir-faire nécessaire à nos enfants, adapté à leurs capacités naturelles, parce que la personne ne se développe que dans des choses qu'il aime naturellement, et lui donner le savoir-faire nécessaire, les apprendre la culture de vivre ensemble, autre que ce que nous vivons de nos jours, parce que si nos grands-parents avaient ces notions de collectivisme, c'est parce qu'ils ont reçu une certaine forme d'éducation qui les emmenait à être ainsi. Parce que finalement, l'enfant vient comme une pâte informe et c'est la société qui est censée lui donner cette forme-là. Donc nos parents avaient, nos arrière-parents, si pas nos parents, avaient cette culture de vivre en collectivité, de respecter l'autre, de respecter la valeur de l'autre et qu'on sort parce que on les avait appris ainsi. Donc il nous faut revisiter ce point-là. Or, on ne peut pas le faire lorsqu'on donne la connaissance de l'être erroné, tel que de nos jours, parce que vous vous rendez compte que jusqu'à nos jours, beaucoup de Congolais baignent encore dans des connaissances obscurantistes, la haine de soi et consorts, parce que l'éducation les apprend à saillir, à se sentir étrangers à eux-mêmes, donc à s'aliéner naturellement. Ce n'est pas si étonnant aujourd'hui lorsque vous constatez que beaucoup de gens adorent s'éclaircir la peau, mais c'est parce qu'on a identifié la peau noire, par exemple, à tout ce qui est négatif, et la chevelure, la texture afro, à tout ce qui est négatif. Donc, ils ont tendance à se sentir étrangers lorsqu'ils sont dans leur naturel et à se sentir à l'aise lorsqu'ils singent les autres. J'ai l'impression comme si vous parliez de vous, mais vous vous sentez à l'aise, hein? Absolument. C'est très essentiel la confiance de soi, parce que lorsque vous avez confiance en vous, vous saurez valoriser celui qui est en face de vous. Lorsque vous savez vous aimer, vous saurez valoriser celui qui est en face de vous. L'amour de l'autre commence par l'amour de soi-même. Quand vous savez vous apprécier tel que vous êtes, quand vous savez apprécier vos singularités, lui donner de la valeur, vous saurez le projeter sur l'autre. Mais lorsque vous avez une haine de soi, qui est patente chez les Africains, il est difficile d'aimer celui qui ressemble à la forme dont vous vous efforcez à fuir. Raison pour laquelle vous vous rendez compte que les Africains, à cause de cette éducation erronée, ont tendance à aimer plus les autres, ils se sentent plus touchés quand c'est les autres, mais ils se sentent indifférents quand c'est les leurs qui souffrent. On le voit ici, quand il y a des catastrophes ici, les gens sont plus enclins à pleurer les morts des autres plutôt que les leurs. Tout ça, c'est on résume cela en une sorte, on appelle ça souvent ici le complexe. C'est pas un complexe d'infériorité. C'est un complexe dû à une éducation. On doit guérir quand même de ce type de complexe qui fait très mal. On ne peut que guérir en donnant la connaissance de l'être nécessaire qui permettra à l'enfant de savoir se valoriser, s'aimer tel qu'il est et puis apprendre à aimer celui qui lui ressemble. Parce que c'est la seule formule. Autre problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la République démocratique du Congo et des atouts, des potentialités qu'a ce pays, on met plus l'accent sur les richesses sous-sol, sol, minières, forestières, mais on ne met pas l'accent sur l'homme. Est-ce que vous pensez que l'homme aujourd'hui, l'être congolais, constitue un atout majeur dans cette révolution du système éducatif? L'homme constitue un atout majeur, ce qui est patent parce qu'il y a des énergies en cascade. On a des énergies qu'on peut transformer. Parce que, au fait... Avec ce complexe-là, on vient de parler, c'est compliqué, hein? Non. Votre question est de savoir si c'est un atout. L'homme congolais est un atout pour notre futur développement. Je dis en termes de potentialité, il représente un potentiel. Mais sauf que c'est un potentiel mal encadré parce qu'on ne les forme pas comme il se doit pour pouvoir... Aussi, hein? Qui s'ignore. Non, c'est comme quelqu'un qui est assis sur de l'or mais qui n'a pas conscience de tout ça et qui pense qu'il est pauvre. Notre pauvreté, au fait, dans notre mental. Ce n'est pas dans notre réalité. Parce que nous avons l'énergie physique qu'il faut, nous avons les énergies, toute forme de ressources autour de nous, mais nous ne savons les richesses qui nous entourent, mais nous ne savons pas le voir parce que nous avons été éduqués à regarder les choses d'un angle de vue négatif. Par exemple, de manière pratique, on constate des immondices ici. Pour quelqu'un qui est éduqué à trouver des solutions, avoir des opportunités derrière le problème, ces immondices sont des opportunités d'affaires. Nous avons vu l'autre fois ici à Kinshasa, lorsqu'une société qui était dans le recyclage de métaux était venue, vous avez vu combien les gens ont eu à enlever en un temps record tout le métaux que les carcasses des voitures et consorts. Parce que les gens ont compris que c'est quelque chose qui aurait pu ramener. Or, tout dépend de notre perception de choses. Lorsqu'on a une perception déjà négative, une vision binaire de choses,
une vision manichéenne de choses, eh ben, on n'arrive pas à voir certaines opportunités qui se cachent derrière certaines choses qui semblent être le malheur. Parce que ce que vous voyez comme malheur semblerait être une opportunité pour une autre personne. C'est question de l'éducation. Mais face à ces atouts, il y a des menaces. Face à ces atouts, il y a de menaces. Il y a de menaces parce que le système en place, qui a eu à mettre en place le système dans lequel nous sommes obligés de vivre, de subir, en réalité, ce système a été conçu à l'idée de nous maintenir dans cette position pour faciliter l'exploitation. Parce qu'un bon système, un bon système appelé à durer, est obligé à formater les individus à l'image d'accepter le système comme il se le doit. Donc ici, on trouve normal notre condition de paupérisation parce que le système l'encourage. Le système a mis tous les moyens possibles pour que les gens soient conditionnés de cette manière-là. Et toute forme de révolution, dans ce contexte-là, pourrait sembler être contre le système et le système pourrait s'efforcer à l'éjecter du coup. Or, ce sera pour moi un cas d'échec parce que nous sommes dans une époque où le monde est appelé à muter dans sa globalité, sinon nous allons droit vers le mur dans tout le secteur. En échangeant avec vous avant le démarrage de cette émission, vous n'avez pas manqué de relever que votre principale menace, en tout cas c'était les institutions de Bretton Woods, et que vous voyez d'un très mauvais œil ce rapprochement entre l'actuel président et ces institutions dont la Banque mondiale, le FMI. Pourquoi? Bon, la réalité est celle-ci. Dans le contexte de l'éducation, il faut se poser la question si aujourd'hui les parents payent le frais scolaire. Pourquoi cela a commencé? Parce que nous avons assisté, ou nos parents ont peut-être eu la grâce d'étudier dans les années 70, 60, 80, voire même, avec une certaine forme de gratuité de l'enseignement. Et comment ça se fait aux alentours de 1985, plus ou moins, quasiment dans tout le pays d'Afrique, l'éducation est devenue à la charge des parents. Le paye, par exemple, de frais de scolarisation à la charge des parents. Eh bien, cela, beaucoup de gens ignorent que ce n'était pas parce que Mobutu voulait faire souffrir sa population, mais c'était plutôt parce que nous avons eu à avoir des dettes auprès de toutes ces institutions dont nous n'avons pas pu soutenir comme il se le doit. Parce que le grand problème avec ces institutions, c'est quoi? Ils nous donnent de prêts pour faire fonctionner notre système économique sur base de taux d'intérêt un peu exagérés. Et puis, souvent, c'est eux qui nous imposent des politiques à appliquer avec de l'argent qu'ils nous empruntent. Et cela fait en sorte que nous n'arrivons pas à réaliser de politiques en mesure de soutenir les dettes. Et du coup, nous clouons encore nos populations dans la paupérisation, comment je vais dire, la plus profonde possible. Donc, se rapprocher de ces institutions au regard de l'histoire, je pense que ça s'avère un peu être quelque chose de relativement néfaste. Si nous sommes obligés d'y prendre quand même, parce que peut-être nous n'avons pas d'autres sources de financement, mais il faudra s'efforcer à ce que nous l'investissons dans des projets en mesure de soutenir les dettes comme il se le doit. Sinon, nous allons finir par perdre certains secteurs de notre souveraineté. Et surtout qu'il y a certains pays africains qui se passent carrément de ces aides, entre guillemets. Ça n'a jamais été des aides, au fait. Des appuis, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle quand même. Oui, il y a certains pays, je crois que l'Angola se passe. Il y a une falsification du langage pour favoriser certaines choses. Parce que lorsqu'on vous dit quelque chose dans son sens au cru, eh ben, peut-être ça va pas... ça va vous donner une certaine appréhension de choses. Lorsqu'on vous dit par exemple que ce n'est pas de l'aide, c'est de l'emprunt, vous allez percevoir cela d'un autre œil. Mais lorsqu'on change le mot, on utilise un mot plus doux, plus compréhensif, aide, et du coup ça donne une certaine vision. Parce que nous sommes dans un monde capitaliste, ces gens ne vont pas donner pour rien. Ils donnent parce qu'ils savent qu'ils doivent faire des intérêts. Des intérêts. Autre chose que vous m'avez parlé, on va très rapidement terminer cette émission. C'était votre coup de gueule et ce sera votre coup de gueule peut-être dans le cadre de cette émission. C'est le fait qu'actuellement le ciel congolais a été ouvert à une société, la société rwandaise. C'est votre coup de gueule et peut-être ce sera votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, personnellement, je pense que on est en train de faire certaines erreurs dont on ne semble ne pas avoir conscience. Parce que je suis pour le rapprochement avec le Rwanda, parce que c'est notre voisin. On est appelé à vivre ensemble et en paix, pour être à l'aise. Mais ce qui a été à la base de beaucoup de notre sous-développement, c'est plutôt certains accords que nous allons signer ailleurs, sans voir un peu l'impact négatif que cela pourrait avoir. Je donne l'exemple que vous avez parlé du Rwanda. Le Rwanda vient s'installer ici. Le Rwanda
semble mener une forme de concurrence déloyale avec, à l'égard de nos sociétés d'aviation, en l'occurrence Congo Airways. Le Rwandair est subventionné par l'État rwandais, tandis que notre compagnie ne l'est pas. Et du coup, bon, le Rwandair, à un moment, même maintenant, là, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Et puis l'État de notre pays, on n'a pas cette capacité de subventionner cette compagnie, malgré qu'on a eu à mettre beaucoup d'investissements là-dedans. Donc du coup, le Rwandair reçoit des subventions, il vient s'installer dans un pays qui est nôtre, et du coup, elle mène une certaine forme de concurrence déloyale. Et à la longue, qu'est-ce qui va se faire? Ce sera la fuite des capitaux. Et bien, ce sera aussi la fragilisation de notre entreprise. Conséquence de la mauvaise formation, de ce manque de savoir. Tout ça, oui, mais parce qu'on ne sait pas négocier le contrat. Le savoir-faire nécessaire. On ne sait pas négocier le contrat parce qu'on n'a pas une certaine estime de soi qu'il faut. Quand quelqu'un n'est pas fier de lui, quand quelqu'un n'est pas sûr de lui, ben il chine n'importe quoi, quelquefois n'importe comment. Je me dis, si aujourd'hui, par exemple, Mobutu a eu à mal faire fonctionner le pays, c'est aussi parce qu'il avait des élites qui allaient signer n'importe quoi, n'importe comment. Parce que quand on signe quelque chose, il faut voir l'intérêt du peuple derrière tout ça. Parce qu'à la longue, qu'est-ce qui va se faire? Les gens vont dire que non, ce sera à bas coût. Mais les conséquences futures, c'est quoi? Ce sera la fermeture de Congo Airways. Parce que, finalement, les gens préféreront plus aller voyager vers Rwandair plutôt qu'aux compagnies congolaises. Or, puisqu'on a permis à ce que cette compagnie soit installée ici, ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait mener des politiques anti-dumping. Parce que ce que le Rwandair est en train de faire, c'est ce qu'on appelle le dumping commercial. Au fait, parce qu'eux reçoivent des subventions, donc ils peuvent bel et bien baisser leur prix, et bien ça ne va pas impacter sur leurs intérêts, tandis que nous ne saurons pas. C'est à nous de mettre des taxes qui vont permettre soit que Rwandair puisse avoir le même prix qu'ici, du marché de notre pays, pour que ça permette d'avoir une concurrence loyale. C'est le cas par exemple aux États-Unis et la Chine. Nous constatons par exemple Donald Trump est en train de revisiter tous ses accords avec ses voisins parce que ça ne profite pas aux entreprises américaines et du coup les États-Unis perdent de l'emploi et pour ramener de l'emploi, ils s'efforcent à mettre des taxes qui va faire en sorte que vous fabriquez des histoires moins chères ailleurs, vous vous direz mais plutôt que je fabrique moins cher et que je le vends au même prix qu'au marché là-bas, pourquoi ne pas venir installer mon histoire au pays pour pouvoir produire et puis c'est là protéger les industries locales, protéger, faire en sorte, voilà, ça se voit que l'éducation est vraiment liée à tout ce qui se passe, à la politique, au développement du pays, à tous les secteurs. Oui. Une bonne éducation fera en sorte que l'émergence d'un pays puisse être... Absolument. Effectivement, on a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais le temps nous fait défaut. Oui. On promet aux téléspectateurs de revenir sur ces sujets encore dans les prochains jours. 1 minute pour terminer, très rapidement. Je vous en prie. 1 minute, un mot de la fin. 1 minute, un mot de la fin. Bon, c'est que je dirais, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase du développement de notre pays parce que nous avons eu à entreprendre une nouvelle route à travers les élections que nous avons eu à réaliser ici. Et je souhaiterais bien que la prochaine élite politique soit consciente des enjeux dans lesquels nous sommes appelés à y passer. Parce que si nous ne prenons pas garde dans notre manière de signer des contrats, dans notre manière d'utiliser les capacités de l'État, dans notre manière de mettre en place des projets en faveur de notre pays, eh ben, nous allons répéter les mêmes erreurs que tous ceux qui sont passés avant, parce que une des faiblesses que nous avons eu à vivre, c'est aussi parce que nous n'avons pas une élite en mesure de produire des idées novatrices qui vont permettre à ce que nous ayons vers le développement. Donc il faut que le prochain gouvernement s'efforce à mettre un accent sur la formation des individus parce que cela va nous donner les potentiels nécessaires pour pouvoir réaliser le développement tout azimut dont notre pays devrait avoir en fait. Merci beaucoup d'avoir été de note ce soir. Patrick Baléo, chercheur dans le domaine de sciences et de l'éducation. Madame, Messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Appelez-nous pour vos réactions. Vous voyez, hein, dans le cadre de cette émission, on ne parle pas que politique, même si tout est ramené à la politique, parce que la politique semble réglementer quand même tout ce qui se passe, non seulement dans notre pays, mais à travers le monde. Une politique éducationnelle, une politique économique, une politique politicienne. Voilà, on parle de tout cela dans le cadre de cette émission. Appelez-nous, écrivez-nous. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion déjà ce lundi sur Congo Web à 11 h, mais également nous suivre sur notre chaîne YouTube, Magazine USC. Vos commentaires, vos suggestions seront toujours les bienvenus. Nous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se dit au revoir et à très bientôt.